Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur midilibre.fr. Nous sommes en direct sur le site numérique du journal régional Midi Libre que vous connaissez bien pour la première des 2 journées Initiative Verte que nous organisons cette année. Alors vous le savez, c'est la seconde édition des journées Initiative Verte que nous avons lancées l'année dernière. Nous voulions au cours de ces journées tout simplement débattre autour de la planète, de l'environnement, de l'habitat, du recyclage, des déchets, de la valorisation, de l'énergie, avec des experts, des scientifiques, des élus, des acteurs engagés sur le territoire. C'est ce que nous allons faire pendant ces 2 journées. Alors, Covid oblige, bien sûr, nous ne sommes pas forcément dans une démarche identique à celle de l'année dernière, puisque nous sommes totalement 100% digital, et nous rencontrerons et nous donnerons la parole à de nombreux témoins tout au long de cette journée. Alors, première table ronde ce matin autour de la ville de demain, vous le verrez, et puis tout à l'heure on parlera des recyclages des déchets à 10h45. Beaucoup de témoignages, je le disais, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'acteurs du territoire qui nous diront combien ils agissent pour la planète. Nous avons choisi la date du 8 décembre pour démarrer cette première journée des initiatives vertes. Elle est importante, cette journée du 8 décembre, parce que c'est la journée mondiale pour le climat aujourd'hui, mais c'est aussi une semaine particulière puisque nous célébrons aujourd'hui les 5 ans de l'accord de Paris qui a fait couler beaucoup d'encre, vous le savez, et qui a mobilisé quantité d'acteurs sur le territoire national. Mais je n'oublie pas aussi que cette semaine est tout aussi importante car le gouvernement est en train, en ce moment, d'étudier les propositions autour de la Convention citoyenne pour le climat. Là encore, des propositions que le chef de l'État, Emmanuel Macron, voulait extrêmement concrète, et nous allons prendre au mot, je dirais, cette convention citoyenne pour qu'au cours de ces 2 journées Initiative Verte, eh bien, nous puissions tout simplement être le plus concret possible autour de ces tables rondes. Alors, première table ronde autour de la ville de demain. 4 invités vont nous rejoindre, 2 sur ce plateau ici, à Latte, et puis 2 en digital, à qui nous donnerons évidemment la parole tout au long de cette table ronde. Je rappelle que nous sommes en direct sur midilibre.fr et que vous pourrez tout au long de cette rencontre intervenir, poser des questions, tout simplement au cours de cet échange. Ces questions seront reprises et puis nous ferons évidemment intervenir et réagir nos invités. 4 invités pour cette première table ronde autour de la ville de demain que je vous présente. Élodie Nouriga, bonjour. Vous êtes architecte et professeur à l'école d'architecture de Montpellier. Ravi de vous avoir à nos côtés. Ici sur le plateau, Jean-Roch Mirabel de GGL, partie aménageur. Vous allez y revenir tout à l'heure. Puis de l'autre côté de l'écran, Anne-Sophie Caz, professeure à l'université de Montpellier, coordinatrice du projet de recherche Human at Home Project. Vous reviendrez tout à l'heure sur ce beau projet qui est conduit à Montpellier. Et puis Jean-Pierre Deligny, dirigeant de la société Mon Rêve en Bois. Vous fabriquez des maisons un peu particulières et vous nous direz tout à l'heure quel est ce beau projet que vous conduisez dans la région et qui s'intègre parfaitement dans cette table ronde autour de la ville de demain. Alors, la ville de demain, on pourrait rester ensemble pendant près de 4
4 heures parce que c'est un sujet extrêmement large. On va aborder évidemment beaucoup de thématiques au cours de cette première conférence. Mais finalement, avec vous, Ludwig Nouriga, je voulais démarrer par vous. Je me posais la question en préparant cette table ronde, comment le Covid, comment le coronavirus, comment ce que nous traversons en ce moment a ouvert des réflexions, des perspectives autour de l'habitat. On l'a vu, beaucoup de Français, beaucoup de citoyens se sont demandé si finalement ce n'était pas le moment de changer de vie, changer d'habitat, changer d'aménagement. Première question, est-ce qu'on peut tirer des leçons de ce confinement, de ce Covid, en termes d'habitabilité finalement sur le territoire ? Oui, tout à fait. Je pense que la question est tout à fait juste aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore sorti d'un confinement total et je crois que la question qui se pose, on peut la décliner à plusieurs échelles. D'abord à l'échelle de la ville, en réinterrogeant la question de la densité, et ce qui va permettre aussi de reconstruire le lien entre architecture, urbanisme et santé. Et peut-être au fil des ans, peut-être après même, je dirais, la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des antibiotiques qui nous a fait perdre un peu de vue cette perspective-là du lien nécessaire entre l'architecture, l'urbanisme et la santé. Santé, bien-être, bien sûr, mais aussi santé au sens de la pandémie. Donc je crois qu'on peut se réinterroger à la fois à l'échelle de la ville, à l'échelle du territoire, réinterroger les notions de densité, d'échelle également de quartier, de proportion, essayer de travailler plus sur une dimension de proximité. Comment est-ce qu'on peut réintroduire, et on l'a vu, ne serait-ce qu'avec nos attestations et nos 1 km, quelle est la bonne échelle de la ville? Donc ça, c'est un premier point. On peut réinterroger aussi la question du dehors, la question des espaces du commun, qu'on va pouvoir aussi décliner dans ces notions de proportion et d'échelle de la ville. Et bien sûr, à l'échelle des logements en eux-mêmes, on a bien vu au cours de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme des grands mouvements hygiénistes qui sont systématiquement arrivés après des grandes pandémies, après le choléra de 1832, des mouvements à la fois urbains et architecturaux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il faut qu'on se ressaisisse dans à la fois l'urbain, mais également dans les logements, repenser la proximité, repenser le rapport à l'extérieur, la densité pour éviter la propagation, bien sûr, mais également ce rapport intérieur-extérieur pour repenser l'espace habitable et l'espace habité. Et je terminerai juste sur un point qui est inédit finalement vis-à-vis de ce qu'on a pu connaître préalablement, qui est le changement des modes de vie liés entre autres au télétravail. Et la nécessité de repenser l'aménagement en lui-même, même des logements, pour arriver à avoir cette habitabilité, parce que je crois que ce phénomène de télétravail, ce phénomène va perdurer et qu'il faut aujourd'hui être en capacité de l'organiser et plus simplement de le subir comme on l'a fait lors du confinement. Alors, ça nécessite tous les sujets que vous abordez, qu'on s'interroge tout de même dans les villes sur les aménagements des zones. Et ça, est-ce qu'il y a déjà des réflexions, vous qui connaissez bien les sujets d'architecture sur notre territoire, c'est donc un lien très fort entre les aménageurs, les architectes, les collectivités, pour repenser tout cela? Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même nous, de manière très pragmatique, lorsqu'on répond à des concours, là, on vient de répondre à un, notamment sur Toulouse. Alors, malheureusement, on a perdu, mais c'est aussi notre lot. Mais en tous les cas, qui nous demandait de nous interroger sur cette situation post-Covid. Qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour, justement, penser la ville différemment. Donc c'est ensemble, c'est pas uniquement les architectes ou les urbanistes, il faut les collectivités bien sûr à nos côtés, il faut les habitants aussi, par leurs compétences et capacités à décrypter des usages. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir y penser. Mais je crois que c'est effectivement dans ce rapport aussi à l'espace, à la multiplicité et à la diversité des espaces habitables, à la fois en extérieur. Alors ça va se décliner peut-être avec une plus grande utilisation des toitures, revenir à des toitures partagées qui vont pouvoir être protégées aussi par des grandes pergolas, travailler sur des espaces, des petits squares, retrouver cette échelle de proximité, des jardins communs, des espaces où on peut cultiver aussi, retrouver peut-être au sein des immeubles qu'on va construire de demain, des espaces de coworking qui évitent de travailler chez chacun chez soi dans son appartement. Donc c'est des choses très pragmatiques
pragmatique aussi qu'il faut arriver à mettre en place. Il y a des théories, il y a des grandes théories à penser. Il faut s'appuyer sur l'histoire, qui effectivement dont on a beaucoup, j'allais dire, d'enseignements à tirer. Mais c'est aussi avec des petites choses et une addition de choses assez simples à mettre en place. Et surtout, ce qui est important, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on le fasse dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Vous ressentez qu'il y a une forte demande des citoyens, une attente en tout cas sur ces sujets? Oui, je pense qu'il y a une attente de la part des citoyens, mais aussi des collectivités qui ont besoin également d'apporter ces réponses-là. Et c'est dans cette dynamique collective qu'on va pouvoir justement y répondre. Et comme je vous dis, moi, il me semble que l'important, c'est de trouver des solutions aujourd'hui et des solutions durables pour demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à l'immédiateté avec des artifices, mais il faut être à capacité de voir à très long terme pour repenser. Et c'est là qu'on change d'échelle. C'est quand on pense la ville qu'on pense le temps long. Quand on est à l'échelle, et c'est cette multiplicité des échelles qui est aussi importante. Jean-Roch Mirabel, aménageur chez GGL, quand vous entendez Elodie Nouriga parler du cadre de vie, ça c'est une thématique que vous travaillez en profondeur chez vous. Oui, bonjour. Effectivement, la thématique du cadre de vie et des usages qui a été effectivement évoquée par Elodie est au cœur de nos réflexions. Je rajouterai la dimension humaine au sens large. C'est vrai qu'aujourd'hui, penser la ville, c'est de l'innovation, c'est de la technologie, c'est des besoins très concrets, effectivement, immédiats. Mais c'est aussi effectivement s'interroger sur les comportements face à ces situations qui évoluent en permanence. Et c'est cette adaptation qu'il faut aussi apprendre à intégrer très en amont. L'anticipation est la clé, effectivement, aujourd'hui du développement de demain. On a une situation un peu paradoxale où on doit effectivement travailler à l'échelle individuelle aujourd'hui avec des besoins très concrets, mais également penser le grand territoire. Parce qu'aujourd'hui, les deux démarches environnementales, écologiques, mettent parfois en opposition, vous parliez d'évolution par rapport au Covid. En tant qu'aménageur, c'est vrai qu'on a vu, puisqu'on a la chance de travailler sur un territoire qui sort de la métropole, qui est un territoire qui est l'ancien Languedoc-Roussillon, on va dire, dans toute sa diversité. Donc on a eu effectivement de nouvelles demandes sur ces territoires plus ruraux qui traduisent bien quand même les attentes aussi de ces habitants. Le télétravail aujourd'hui permet d'accompagner ces mouvements aussi et redynamiser ces territoires. C'est un projet qui existait dans le passé. Donc aujourd'hui, on voit ces nouvelles pratiques qui arrivent. Pour autant, on a la nécessité aussi de préserver l'environnement. La question de la densité fait partie des questions. Donc voilà, tout ça, dans notre esprit, il y a une transition là qu'il va falloir gérer, qui est délicate et qui passe nécessairement par le dialogue et par l'analyse aussi avec les élus et les populations, puisque de plus en plus on s'oriente aussi dans notre travail, dans un travail collaboratif. On ne pense plus la ville tout seul de Paris ou voilà, d'une mairie. C'est un travail collaboratif, un travail d'échange. Voilà. Alors, quand on parle de la ville de demain, on a envie de rêver. Faites-nous un peu rêver, parce que vous deux, vous avez évidemment, c'est votre quotidien et c'est assez formidable, elle est plus végétale, la ville, les immeubles sont plus bas, les artères sont plus grandes. Comment ça peut se passer tout ça? Quand on parle de l'aménagement extérieur et intérieur, je vous laisserai la parole à tous les deux, mais peut-être d'abord vous, Jean-Roch Mirabel. Je continue, puis je laisserai la parole. Oui, je pense qu'elle est contextuelle avant tout. Aujourd'hui, la réponse n'est pas une réponse uniforme. Le territoire est divers. Dans ses typologies, dans ses besoins d'habitat aussi. Donc aujourd'hui, voilà, cette réflexion, elle est avant tout contextuelle et les trames végétales accompagnent des confortements de trames existantes. Dans les zones urbaines, au contraire, on est sur des besoins de services et de mobilité, de densité et on est sur d'autres usages, encore une fois. Et les réponses, effectivement, elles sont diverses. Donc on travaille aujourd'hui avec des outils qui nous permettent d'accompagner ces démarches, de labellisation écoquartier par exemple. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une solution qui répond uniformément à l'ensemble des besoins, que c'est à chaque fois un élément de contexte. Voilà. Donc le végétal reste effectivement un besoin accru, mais c'est savoir comment on le gère, si c'est à l'échelle effectivement d'un îlot urbain par rapport à des notions de confort, d'usage, ou si on le raisonne à l'échelle d'un grand paysage où on a une réflexion qui est un peu différente d'intégration plutôt du bâti.
Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur midilibre.fr et que vous avez la possibilité de réagir pendant cette rencontre. Et on a déjà de très très nombreuses questions. Avant de les poser à nos invités, Élodie Nouriga, faites-nous rêver cette ville de demain. Alors, à quoi elle va ressembler ? Alors, effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'elle est multiple. Oui. Et je crois que c'est la valeur de la diversité qui devrait nous faire rêver. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un modèle décliné de partout. Bien sûr, on la souhaite plus végétale, on la souhaite plus verte, évidemment, mais il faut aussi maîtriser les paradoxes que ça va pouvoir générer. Il faut aussi s'interroger sur, effectivement, je crois qu'elle doit être d'abord locale. Et cette dimension de local, il faut, je pense, le prendre dans toute la diversité de son terme, pas de manière avilissante ou pas de manière stylistique, c'est pas l'objectif, mais de revenir sur cette notion de proximité. Elle est à l'échelle humaine et de ce fait, elle va se décliner complètement différemment si on est dans un centre ancien, dans un développement urbain, dans une métropole ou si on est dans un espace beaucoup plus rural. Et c'est vraiment ce rapport de proximité qui doit, je pense, tous nous faire rêver. Il y a une question posée par Sylvia Josselin qui nous dit « Les logements sont de plus en plus petits avec le même nombre de pièces. Tout cela pour un maximum de logements sur une surface minimum. Comment fait-on » C'est une bonne question. Effectivement, on a remarqué, quand on prend les statistiques, on voit que les logements réduisent de manière, j'allais dire, continue, en fait, au fil des ans. La problématique, c'est pas qu'une réponse, j'allais dire, de mètres carrés. Alors, bien sûr que c'est facile quand on est dans un grand appartement de dire que c'est pas un problème de mètres carrés. Je crois que c'est une question d'agencement, d'habitabilité. Et après, il faut comprendre aussi tout un mécanisme économique qui fait que personne ne fait un logement petit juste parce que ça lui fait plaisir. Il y a tout un mécanisme économique auquel il va falloir s'attacher pour arriver à apporter des réponses plus adaptées aux besoins. Et je crois que, et surtout dans notre région, la question de l'extérieur, si on peut travailler aussi des extensions, si on peut travailler un rapport, un jardin que vous pouvez partager certes avec vos voisins, permettra aussi de retrouver cet équilibre entre un intérieur et un extérieur. On retrouve ça aujourd'hui dans les dispositifs de co-living qui sont de plus en plus sollicités, où en fait finalement les gens acceptent bien mieux, et l'objectif n'est pas préfèrent avoir un espace intime minimalisé, mais maximiser finalement des espaces du commun. Donc ça, c'est des interrogations qui ne conviennent pas à tout le monde, hein, ça je l'accorde, mais en tous les cas sur lesquels on va pouvoir aussi travailler en proposant d'autres manières finalement de cette vie en collectivité. Le lien social, voilà, Jean-Roch Mirabel, c'est tout à fait ça, c'est la définition. Oui, c'est exactement, j'allais rajouter, effectivement, tout ça contribue aussi à favoriser un lien social dans un contexte Covid où on voit bien qu'effectivement les notions de distanciation accentuent ces fractures. Il faut profiter des problématiques qui se posent à nous pour en faire quelque chose de positif et le transformer effectivement dans les réflexions que peuvent porter les architectes à l'échelle des bâtis. C'est des choses que l'on voit vraiment de façon très concrète aujourd'hui apparaître. À l'échelle encore de la ville, ces sujets-là sont encore en cours de réflexion, je pense, et vont donner lieu à des nouveaux montages, à des nouvelles pratiques, et des nouveaux modes de gestion, surtout à la clé, parce que c'est le sujet de la gestion et de la pérennité ensuite de ces dispositifs qui est en jeu. Voilà. Il faut penser les choses durablement, comme ça a été évoqué, et pas nécessairement dans l'urgence. Voilà. Vous avez, Élodie Nouriga, un regard autant national qu'international, je le sais. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Parce qu'on parle beaucoup de notre territoire et de ce confinement qu'on traverse dans notre pays. Mais est-ce que d'autres pays, je pense aux pays d'Asie par exemple, ont pensé la ville de demain déjà en anticipant très tôt? Comment ont-ils fait? Quels bons exemples vous pourriez nous citer? Alors oui, tout à fait. Pardon, c'est vrai que dans le cadre de l'école d'architecture, on travaille avec des étudiants de 5e année sur les villes asiatiques et notamment l'an dernier, nous étions à Singapour juste avant le confinement, qui est un territoire d'expérimentation. C'est une ville laboratoire, Singapour. On ne peut pas importer le modèle, parce que d'abord il y a un modèle politique, il y a une gouvernance qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître ici, mais par contre il y a des initiatives effectivement extrêmement intéressantes. Alors un climat différent, qui est beaucoup plus propice aussi à la végétation, hein, parce que climat équatorial, donc qui permet une végétation bien plus dense, mais dans les exemples, effectivement, ils travaillent beaucoup sur la densité, sur la verticalité, mais avec une obligation, lorsque vous construisez une parcelle,
parcelle, de retrouver 2 à 3 fois la surface de votre parcelle en espace végétalisé à l'intérieur même du logement, enfin pas du logement, pardon, de l'immeuble. Ce qui permet d'avoir une déclinaison de séquences habitées, de grands plateaux de terrasses, de jardins, et notamment il y a des immeubles où en fait au dernier niveau, qui est quand même au 55e niveau, donc quand je parle de hauteur, on est vraiment sur la hauteur, où la toiture, en fait, ce sont des différentes entités bâties où tout est connecté par un énorme jardin qui permet de faire son sport sur le toit, qui permet de se promener, qui met les enfants en toute sécurité parce que complètement décollé du sol et qui est extrêmement végétalisé. Après, ils travaillent bien sûr sur les mobilités. Quand je vous dis que c'est un véritable laboratoire, les entreprises ont des dispositifs d'open data qui leur permettent de travailler et de manière très, très ouverte sur, bien sûr, les voitures autonomes. Alors, bien sûr, leur territoire fait qu'il y a très peu de voitures et d'ailleurs, il y a un contingent de véhicules. Quand on veut arrêter, ils l'ont pris de manière un peu radicale. C'est pour ça que je dis qu'on ne va peut-être pas tout importer. Mais en tous les cas, le travail sur les voitures autonomes, tout ce dispositif est véritablement à l'expérimentation et dans la ville, l'ajout des drones, voilà, on a l'impression d'être effectivement dans une ville du futur, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est là aussi ce rapport au bâti, à la verticalité, qui est très différent de ce qu'on peut avoir nous, et surtout ces séquences de penser la ville en verticale. On est habitué, nous, à penser la ville uniquement à l'horizontale, à plat, d'avoir des séquences bâti, jardin, par exemple, de manière un peu basique, mais tandis qu'en Asie, on a beaucoup plus une pensée verticale. Même au Japon, ce qui pour nous, tout ce qui sont des usages, les restaurants et autres, vous les imaginez jamais au 4e, 5e, 10e étage. Or, il faut apprendre à penser la ville dans les 3 dimensions. Ça implique une certaine densité, mais c'est pour ça aussi que c'est des choses qui ne sont pas importables telles quelles. Par contre, ces dispositifs de séquences bâties, végétales dans la verticalité, c'est un point sur lequel on pourrait, en tous les cas, s'en inspirer très fortement. Il y a des villes en France Paris par exemple, est-ce qu'on peut dire que dans son futur projet d'aménagement s'est inspiré de ce qui a pu se faire en Asie? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de villes qui, aujourd'hui, tout le monde, j'allais dire, s'observe, se regarde, et il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées. Mais je reviens à vraiment cette dimension. L'objectif n'est pas d'importer des modèles, mais de voir ce qui est le plus juste au meilleur endroit et justement d'éviter cet effet image. Mais il y a des choses qu'on pourrait, je reviens à mon utilisation des toitures, on a combien de mètres carrés de toitures qu'on n'utilise pas pour des usages, et là effectivement, si pendant le confinement on pouvait aller faire du sport sur sa toiture, ça aurait été, et je reviens juste sur cette notion d'architecture, urbanisme et santé. Pour moi, la question du sport dans la ville fait aussi partie de cette dimension et ce rapport à la santé qui est extrêmement important à mettre en place et qu'on pourrait développer. Jean-Roch Mirabel, peut-être une réaction là-dessus, sur ce qui peut être inspiré, sur quoi on peut s'inspirer pour avancer dans notre pays? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des villes, mais la vision d'aménageur nous oblige en permanence à dézoomer à l'échelle d'un territoire qui crée effectivement ces valeurs aussi d'habiter sur un territoire. On ne peut pas réduire effectivement la réflexion simplement au bâti et à ses séquences. Encore une fois, la question des usages est liée à la question des habitants. Oui. Et donc, on habite sur un territoire, on se déplace sur un territoire, on travaille sur un territoire. C'était les 3 piliers du développement durable. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça nous oblige aussi à reconsidérer ces questions de mobilité, de travail. Et la question de la distance et du territoire est un élément. Donc effectivement, on travaille aujourd'hui sur une réflexion élargie. Et dans les projets, on essaye, nous, en tant qu'aménageurs, aujourd'hui, d'introduire des notions d'agriculture urbaine, des notions effectivement de parc écologique, des notions effectivement de santé, et pas seulement à l'échelle du bâti. Voilà. Je pense que la réflexion à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de la ville, avec les greffes qu'il faut penser également par rapport aux espaces existants, parce que l'innovation doit aussi apporter sur l'existant qui a des besoins. Et donc voilà, c'est plutôt dans ce sens, effectivement, je voulais compléter le propos d'Élodie. Vous me permettez, on va revenir forcément vers vous, mais je voudrais que nos 2 invités qui sont de l'autre côté de leur ordinateur puissent réagir également. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que nous sommes en direct sur midilib.fr.
première des 2 journées Initiative Verte organisées par Midi Libre et le groupe Dépêche dans le cadre de son projet Le Monde Nouveau. Première table ronde ce matin sur la ville de demain avec nos 4 invités. J'évoquais Elodie Nouriga, qu'on connaît bien, architecte, et Jean-Roch Mirabel pour GGL. Et puis, de l'autre côté de l'écran, il y a 2 invités qui vont peut-être me faire la parfaite transition. Je pensais à vous, Anne-Sophie Caz. Vous êtes professeur à l'Université de Montpellier et puis vous portez un projet, le projet Human at Home Project. Est-ce que je peux résumer ce projet avec une question? Comment la technologie peut-elle améliorer nos conditions d'habitat? Est-ce que si je pose la question comme ça pour démarrer, ça peut illustrer une partie de votre projet? Anne-Sophie Caz. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, effectivement, ça peut illustrer une partie du projet, mais le projet HUT, en fait, initialement est né il y a 4 ans et demi et notre objectif était vraiment d'étudier les usages de l'habitat connecté et de mettre l'humain au centre de nos questions, de nos réflexions. Donc la technologie n'est qu'un moyen, n'est pas une fin en soi. Et effectivement, le numérique peut accompagner la transition écologique aujourd'hui. C'est d'ailleurs à la fois une partie du problème, mais aussi une partie de la solution. Et donc, nous pensons, dans le cadre du projet HUT, que le fait d'avoir un bâtiment connecté peut finalement donner la possibilité aux occupants non seulement d'avoir un retour d'information, mais aussi d'avoir la possibilité de mieux comprendre leur comportement, de mieux comprendre leur impact sur finalement la ville, le territoire. Donc ce projet, il a été effectivement initié d'ailleurs par un financement CNRS au départ, avec un croisement interdisciplinaire. Il y a 13 laboratoires de recherche qui travaillent sur le sujet, dont le laboratoire du LIFAM, de l'ENSAM, de l'école d'architecture notamment. Et ce projet, il a été financé après par effectivement une subvention qui a été votée par la métropole de Montpellier, mais aussi par la région avec un fonds FEDER. Donc on a effectivement aujourd'hui un dispositif qui nous permet d'avoir un lieu d'expérimentation sur la métropole de Montpellier où on étudie les usages de 2 étudiants. Et demain, on va avoir une résidence connectée sur le territoire de Montpellier aussi, pour effectivement travailler sur à la fois l'espace individuel dont vous avez parlé tout à l'heure, mais aussi l'espace collectif, c'est-à-dire tous les espaces partagés qui soient à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur, avec notamment un potager connecté, un espace partagé de jardin, etc. Donc, on est effectivement sur une dimension qui est peut-être un peu différente de ce dont vous avez parlé ce matin, qui est plutôt une dimension sur finalement l'étude des usages de l'occupant lui-même, du citoyen lui-même et surtout de son impact écologique au travers des actions qui peuvent être des actions assez multiples. Et ça passe par effectivement l'élaboration et la mise en place de capteurs, de captation de données, à la fois sur des capteurs d'ambiance, de confort, etc., mais aussi des capteurs sur son comportement à lui. Voilà. Alors, 4 ans et demi, c'est ça, le projet a été lancé il y a 4 ans et demi. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous donner ce qui ressort de ce projet? Que vous disent les étudiants, par exemple? Alors, les étudiants, on les a interrogés tout à l'heure, vous parliez de la période de confinement, on les a interrogés récemment d'ailleurs sur un sondage qui a été proposé sur l'ensemble des différentes écoles et étudiants de l'Université de Montpellier. Et ce qui ressort, c'est que le logement devient véritablement un coach de vie dans une période de confinement. Pourquoi? Parce qu'il doit rythmer le vie des étudiants. À la fois, on y travaille, on dort, on mange, on fait du sport, on reste dans un appartement dans une période de confinement. Donc, il a véritablement sa place. Le logement n'est pas déconnecté finalement du rythme de vie de l'usager. Et au contraire, ça va être véritablement un coach de vie. Donc, ça, c'est un enseignement à tirer puisque effectivement, on voit toute l'importance à la fois dans la période qu'on vit à l'heure actuelle de la pandémie, qui est une période où nécessairement on doit être dans cet espace confiné, mais aussi finalement que le logement peut être effectivement une aide dans à la fois dans l'angle du travail, dans l'angle du loisir, etc. et des interactions sociales. Donc les premiers enseignements qu'on tire effectivement de l'expérience HUT à l'échelle en fait de l'appartement, qui est effectivement le projet sur lequel on travaille à l'heure actuelle,
c'est effectivement que l'occupant, lui, il a besoin d'avoir des retours d'informations. Et ça, on n'a pas suffisamment travaillé sur ça. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la Smart de la métropole de Montpellier, on a effectivement un quartier connecté, on a des dispositifs qui sont connectés, donc de la mesure. Mais finalement, ce qu'on n'arrive pas, je crois, aujourd'hui à faire, c'est que finalement, cette mesure, elle serve véritablement à l'occupant. Et pour comprendre ces usages, il faut aussi et surtout les influencer pour générer, par exemple, des gestes éco-citoyens, éco-responsables. Il faut aussi finalement qu'il y ait ce retour d'information. Donc, je pense que ce qu'on peut finalement véritablement voir dans les années qui se sont succédées, c'est que la technologie, finalement, elle est présente dans un appartement, elle peut être tout à fait oubliée parce que finalement, c'est un appartement comme les autres, hein, l'appartement expérimental HUT. Néanmoins, ce retour d'information, il doit être travaillé à la fois pour donner des gages de transparence, parce qu'il n'est pas question finalement de ne pas protéger la vie personnelle de ses occupants, mais d'un autre côté, il doit finalement rendre des services. Si on ne crée pas finalement du service personnalisé à l'occupant qui corresponde à ses attentes et finalement qui lui permettent d'avoir ce retour d'information, on ne pourra pas véritablement changer les comportements et on ne pourra pas finalement évaluer l'impact de nos politiques publiques, par exemple, ou de la mise en place d'un certain nombre d'actions. Je prends un exemple. Si vous faites un bâtiment demain et qu'il est soi-disant responsable, si vous n'avez pas sensibilisé les occupants et si les occupants ne connaissent pas finalement et n'ont pas conscience qu'il est responsable finalement et qui remplit un certain nombre de normes, et ben finalement vous êtes en dehors du problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas embarqué avec vous l'ensemble des citoyens, des occupants de cet appartement ou de cet immeuble dans cette démarche-là. Donc je pense qu'effectivement c'est une analyse qui doit être finalement coproduite avec le citoyen. La coproduction, c'est finalement une source de création de valeur aujourd'hui et une source finalement qui va permettre de sensibiliser véritablement les consommateurs, les citoyens, les usagers de la ville de demain. Alors la prochaine étape, vous le disiez, après cet appartement témoin, si je puis dire, c'est le collectif. Comment ça va se passer quel calendrier et sur quoi allez-vous travailler? Alors on travaille sur un projet de résidence connectée, toujours avec une cible d'étudiants, puisqu'effectivement c'est au départ le choix qu'on a fait. Effectivement, il y a beaucoup de perspectives autres, notamment sur les seniors, etc. Mais nous, HUT, on a fait ce choix finalement de travailler sur la génération future. Et donc, on a un projet effectivement de création de résidences connectées avec Nexity et Studea. Donc, Studea qui est un exploitant de résidences connectées pour les étudiants. Et bien sûr, en partenariat avec la métropole, on va effectivement, le calendrier, c'est une résidence qui a priori sera occupée à partir de septembre 2023. L'objectif, c'est de construire un projet. On a 4 pôles, 4 axes de réflexion autour de ce projet. Un premier axe qui va travailler bien sûr sur le développement durable, la transition écologique, hein, grâce finalement au numérique. Un deuxième pôle va travailler sur le bien-être, comment mesurer le bien-être et comment finalement s'assurer que dans cette résidence connectée, on ait un bien-être qui soit identifié et mesurable. Et un troisième axe, ce sera effectivement de travailler sur l'inclusion, à la fois sociale, numérique et économique, comment mieux vivre ensemble, comment gérer des interactions sociales, comment développer finalement avec le territoire et l'environnement économique des circuits courts, des relations entre la ville, le quartier et l'immeuble. Et quatrième axe intéressant aussi, c'est l'axe bien sûr de la protection des données, la sécurité des données, hein, puisque effectivement quand on parle de captation des données, il y a forcément derrière une problématique sur la sécurisation des données, comment sensibiliser les occupants à cette collecte de données pour finalement ne pas être dans une sorte de résidence Big Brother qui vous regarde, qui vous analyse et qui occulterait finalement la problématique de ce qu'on appelle la privacy, hein, qui est finalement le respect de la vie privée. Dans le projet HUT, c'est d'ailleurs une sorte d'AD, puisqu'au départ, c'est un projet qui a été géré notamment par mon collègue Malo Dépassé, qui est juriste, hein, donc qui forcément, on est en circuit fermé sur cet appartement observatoire. Les données ne sortent pas de cet appartement. En revanche, sur le projet de la résidence connectée, on ne sera pas sur un circuit fermé, on sera sur un circuit ouvert. Donc, les problématiques de sécurisation, de piratage de données et de cyber-piratage sont finalement des préoccupations
qui vont finalement bien sûr intéresser les chercheurs, notamment les chercheurs du LIRM, de l'Université de Montpellier, et effectivement d'autres acteurs. Donc voilà, on est sur ces 4 axes, ces 4 pôles de réflexion pour cette résidence de demain, avec effectivement notre objectif est véritablement de créer une vraie dynamique autour de ça et de créer finalement, et on a même l'intention d'avoir un chercheur embarqué, c'est-à-dire un chercheur qui vit au sein de la résidence et faire véritablement une sorte d'ethnographie des usages d'une résidence connectée au sein même de cette résidence. Donc voilà les projets qui se dessinent en tout cas pour les années futures. Est-ce qu'on s'inspire à l'extérieur de votre expérience? On parlait d'inspiration tout à l'heure. J'imagine que ça doit faire beaucoup de débat dans la communauté de recherche quand même. Oui, alors on est sur un projet un peu innovant dans la mesure où il y a quand même, je le disais, 13 laboratoires. 13 laboratoires. Moi, je suis effectivement de formation, je suis spécialiste du marketing digital, et pour autant, j'arrive à discuter avec un spécialiste de capteurs du laboratoire de l'IES, un spécialiste du mouvement avec Euromove, des architectes avec le LIFAM. Donc, c'est ça qui crée en fait la richesse de ce projet. C'est qu'on a tous en fait un lieu, un objet commun d'étude, et pour autant, on fait de l'interdisciplinarité. Mais l'interdisciplinarité, elle est difficile en France à mettre en place et à pousser, parce que beaucoup travaillent en silo, dont les architectes vont travailler avec leur perspective, les économistes avec une autre, les juristes. Et finalement, ce qui crée véritablement cet enthousiasme autour de ce projet depuis 4 ans et demi, c'est finalement de croiser nos regards, parce que la ville de demain, elle peut pas être uniquement entre les mains des marketeurs contre entre les mains des architectes. Elle doit être finalement sur la croisée de toutes nos approches, et ces approches, que ce soit linguistiques, juridiques, etc., sont finalement des approches qui vont se nourrir conjointement des réflexions qu'on va mener. Et c'est ça finalement Alors, est-ce que ça inspire d'autres projets? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, on est sur la région Occitanie. Il y a effectivement une forte volonté de s'inspirer de ces projets, mais de travailler aussi sur des cibles différentes. Tout à l'heure, je parlais des seniors, effectivement, parce que on a beaucoup travaillé au départ sur le maintien à domicile. On a effectivement travaillé aussi sur la région, beaucoup sur la e-santé. Moi, je suis un des membres de la chaire e-santé de l'Université de Montpellier, de la Fondation de l'Université. Donc, on travaille effectivement sur comment accompagner finalement, que ce soit des seniors ou d'autres usagers, de solutions finalement à distance. Donc, l'université s'est très tôt finalement intéressée sur ces sujets finalement du numérique, qui font un peu débat quand même, quelque part, quand on voit le débat sur le déploiement de la 5G, quand on voit le débat sur est-ce que le numérique n'est pas finalement plus polluant que le reste. Effectivement, le numérique, c'est cette approche duale dont je parlais tout à l'heure. C'est à la fois une partie du problème en termes d'émissions, on va dire de CO2, mais de notre côté, c'est aussi une grosse partie de la solution. Et si on en croit les sondages, on voit que c'est quand même la préoccupation numéro 1 des citoyens, c'est la préoccupation environnementale. Et effectivement, c'est aussi accompagner finalement ces préoccupations par l'usage du numérique, mais avec finalement un usage responsable. Et c'est là tout l'enjeu en fait. La transition écologique, elle ne pourra pas se faire selon moi sans une transition numérique, mais bien sûr réfléchie, maîtrisée. Quand on travaille sur des capteurs, il faut travailler aussi sur la durée de vie du capteur. Quand on travaille sur le recyclage, il faut réfléchir sur finalement l'eau, sur la ressource, et comment on va intelligemment utiliser l'eau et recycler l'eau. On en est très loin quand même. On a effectivement la chance de travailler aussi potentiellement dans le futur avec l'Institut européen des membranes, qui travaille à Montpellier justement sur sa captation d'eau. On voit aujourd'hui sur le virus que finalement l'analyse de nos urines, de l'eau, va être finalement un enjeu stratégique pour détecter non seulement des virus, mais aussi des problématiques de santé. Donc on voit que finalement on a la possibilité aujourd'hui sur le territoire d'avoir beaucoup d'informations. Je dirais que l'essentiel, c'est de capter la bonne information et surtout de la traiter, et que ce traitement d'information puisse effectivement servir non seulement à l'usager, aux citoyens, mais aussi, pourquoi pas, potentiellement aux chercheurs.
Anne-Sophie Cage, je voudrais faire réagir Élodie Nouriga et Jean-Roch Mirabel. Je vous ai vu, en tout cas, être très attentif au projet qui est porté là par l'Université de Montpellier. Peut-être Élodie et puis Jean-Roch, peut-être réaction et puis peut-être des questions à Anne-Sophie Cage sur ce beau projet qui est conduit. Oui, effectivement, ce projet est extrêmement intéressant et comme vous l'avez signifié, il travaille dans un premier temps sur la question de la captation des données. Ce qui est important, c'est effectivement cette compréhension des usages, mais c'est vrai que nous, en tant qu'architectes, j'espère peut-être qu'on aura l'occasion de travailler avec eux, en tous les cas, sur l'école d'architecture, mais c'est la question de l'espace en fait. C'est une fois qu'on a capté, qu'on a décrypté ces usages, est-ce qu'on est en capacité d'agir par exemple sur la programmation? Parce que si en fait on doit constituer des modèles qu'on a déjà établis, je pense qu'il y a effectivement cette dimension qui est à prendre en compte. C'est-à-dire est-ce qu'on est capable du coup d'anticiper? L'autre point, là où je vous rejoins totalement, c'est sur cette dimension de rétroaction. Au sens où, même aujourd'hui, comme vous l'avez très bien décrit, on a l'habitude de dire qu'un bâtiment passif, c'est d'abord des habitants actifs. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, si on n'a pas, mais au sens où on n'a pas eu l'éducation, la pédagogie liée à cette dynamique-là, on ne va pas pouvoir avancer finalement. Et je pense que ce qui est important, c'est de penser les choses bien sûr dans une dynamique écologique, mais comme un écosystème. Et c'est cette notion d'écosystème sur qu'il faut qu'on arrive à se saisir. Vous parliez de transversalité, mais c'est aussi cet écosystème qu'on va constituer à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, parce que ce sont des entités qui sont interdépendantes et qui se réorganisent au fur et à mesure des choses. Et je crois que c'est ce point-là, avec bien sûr toute l'ambiguïté qu'on a aujourd'hui, on vit de multiples paradoxes. Il faut plus planter, mais en même temps, les plantes consomment plus d'eau. Donc comment on réagit par rapport à ce paradoxe-là? Le numérique est, comme ça a clairement été dit, une solution, ça peut aussi être une problématique. On sait aujourd'hui que l'impact numérique correspond à peu près à 4%, ce qui est l'équivalent de l'aviation civile. Mais c'est aussi un des moyens d'être plus environnemental, plus écologique. Et je crois que ce que démontre bien ce projet-là, et ce qui est tout intéressant, c'est de travailler sur cette notion d'écosystème, en fait, de dire qu'il n'y a pas une solution, mais c'est la coordination des choses qui va permettre d'avoir des réponses plus globales. Et c'est cette notion de globalité qui est extrêmement intéressante à développer. Anne-Sophie Cage, je vous laisse peut-être réagir avant de laisser la parole à Jean-Roch Mirabel. Oui, je voulais réagir sur le phénomène d'anticipation. C'est vrai que pour l'instant, sur l'appartement, notamment, on a un sol connecté qui nous permet d'enregistrer en fait les mouvements, les flux en fait dans un appartement. L'objectif, en fait, c'est on va avoir 3 millions de pas qui vont être enregistrés sur les 3 années d'occupation et l'intérêt, c'est de voir comment finalement on occupe l'espace. Il y a certainement des endroits de l'appartement où on ne va jamais, des endroits où il y a du passage, du flux et finalement la façon dont nous marchons, nos postures, etc. sont un formidable indicateur aussi de bien-être, de santé, etc. Donc c'est aussi toutes ces approches en fait qu'il faut effectivement prendre en compte à la fois pour anticiper peut-être une dynamique différente dans l'occupation de l'espace, mais aussi, et c'est là que je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que l'appartement, il ne doit pas juste être qu'un lieu de captation de la donnée, il doit être aussi un lieu d'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est finalement et là on passe de l'habitat connecté à l'habitat intelligent. Quand on passe d'un capteur à finalement un capteur intelligent ou un logement intelligent, c'est que finalement la captation a été traitée et a été finalement interprétée pour proposer à l'occupant finalement des solutions, des propositions et après à l'occupant finalement de s'en saisir puisqu'effectivement après la question c'est la question de la prescription de nos comportements par rapport finalement aux objets. Est-ce que demain, on a envie que notre frigo connecté commande pour nous nos courses? J'en suis pas sûre. En revanche, si le frigo nous dit ce qu'on a dans le frigo pour cuisiner ce soir, ça, c'est un service qui potentiellement pourrait être... Donc, on va capter ce qui va rentrer dans le frigo, on va capter la quantité consommée, mais finalement, ce qu'on va finalement tirer de ça, c'est le service que va proposer le frigo connecté à l'usager pour finalement peut-être améliorer son alimentation,
alimentaire, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que finalement la donnée, non seulement elle doit être captée, mais traitée pour que finalement il y ait cet apprentissage et qu'on arrive véritablement à avoir un système intelligent qui fasse des propositions et qui rende finalement du service en fait à l'occupant. Jean-Roch Mirabel, peut-être je vous laisserai agir, peut-être poser une question à Anne-Sophie Cazes. Oui, non, brièvement, c'est vrai que c'est passionnant ce que vous nous expliquez et à titre personnel, ça me fait même un peu peur pour tout vous dire. Donc je ne vais pas rentrer effectivement dans le projet en tant que tel. Par contre, ce que je partage avec vous, c'est la nécessité de croiser les regards sur des sujets communs. Je pense qu'aujourd'hui, cette problématique, elle est au cœur de notre débat. Après, à quelle échelle et sur quels usages, c'est suivant voilà, les problématiques. On est, à titre personnel, sollicité aujourd'hui pour contribuer, comme vous le faites, avec des laboratoires sur des sujets. Alors, ça traite plus sur la biodiversité, plus sur les problématiques d'alimentation, voilà, sur des notions, encore une fois, d'échelle qui sont différentes. Mais effectivement, on se rend compte que, et je partage votre analyse sur le fait que on s'enrichit effectivement de ces regards croisés et qu'il faut sortir aujourd'hui en France, c'est sans doute une problématique culturelle. On travaille beaucoup en silo, alors le public, le privé, au sein même des laboratoires, chacun a ses dogmes. Donc c'est vrai que voilà, ce projet a vraiment, je trouve, le mérite d'illustrer de façon très concrète une réflexion que vous portez et que vous exprimez très, très brillamment. Et je pense que voilà, il faut s'en saisir pour que d'autres expérimentations soient faites sur des échelles un peu différentes. Et j'ai relevé également un terme que vous avez évoqué, c'est la notion de responsabilité. Cette notion de responsabilité, aujourd'hui, elle est réelle. On est face à un enjeu d'avenir et les décisions, elles sont à prendre là, aujourd'hui. Donc voilà, il faut à la fois créer un foisonnement d'idées et expérimenter, la notion d'expérimentation, la notion d'échec, c'est des choses aussi qu'il faut apprendre à gérer. On est face à une situation totalement nouvelle, donc il faut, voilà, je partage en tout cas cette vision d'aller au-devant de choses, y compris là, en ce qui nous concerne, là, qui me parle moins à titre personnel, mais je trouve ça très intéressant d'aller dans des champs un peu nouveaux et effectivement ensuite voilà, de se saisir de ce qui peut être développé, encore une fois, de façon durable, pérenne, responsable. Alors, je voudrais qu'on passe à notre quatrième invité, Jean-Pierre Deligny, qui est lui aussi de l'autre côté de son ordinateur et qui va nous répondre en direct sur midilibre.fr au cours de cette table ronde sur la ville de demain. Alors, la ville de demain, Jean-Pierre Deligny, c'est aussi penser l'habitation différemment. On a beaucoup de questions d'internautes sur la manière dont on construit les habitations, les immeubles et comment les maisons peuvent être demain différentes. Je voudrais que vous nous parliez tout simplement de votre entreprise, de votre projet, parce que là aussi vous avez réfléchi depuis de nombreuses années à la manière dont on peut loger différemment les habitants. Parlez-nous de ce projet, Jean-Pierre Deligny. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Le projet Mon rêve en bois, c'est avant tout à l'origine mon rêve personnel. J'étais un amoureux de la nature et au travers de mon expérience, la pratique de la pêche avec un petit chalet en bois sur pilotis au bord de l'eau, a germé l'idée d'en faire mon métier et construire des petits chalets en bois en pleine nature. Et très très vite, ça a dévié vers l'aspect mobile et autonome. Donc la mobilité, tout simplement parce que à énormément d'endroits en pleine nature, on n'avait pas le droit d'y construire quoi que ce soit parce que c'était synonyme de permis de construire et autorisation assez compliquée à obtenir. Donc, avec cette possibilité de logement mobile, on pouvait, au gré de ses envies, en respectant évidemment toutes les normes environnementales et la protection de l'environnement, pouvoir s'inscrire dans l'habitabilité, la qualité de vie, d'occupation de tous ces endroits naturels. Et très très vite, j'ai pu vérifier qu'on pouvait l'adapter à énormément de volontés, de possibilités de chacun. Pour les gens qui ont besoin de se déplacer fréquemment pour leur travail, un travail saisonnier,
d'avoir la possibilité d'un habitat minimaliste et aussi d'avoir surtout un accès à l'extérieur, parce que bon, maintenant, évidemment, quand on n'a pas de lieu permanent, donc là, dans une tiny house ou une roulotte, une tiny house, je vous explique, hein, c'est une toute petite maison en bois mobile qui va sur la route, hein, homologuée pour aller sur la route. Donc on peut la placer un peu partout, et en ayant cette possibilité de vie dans une tiny house, on a tout le confort d'une grande maison, hein. Il y a salle d'eau, cuisine, des chambres, un petit espace de vie, tout ça optimisé grâce à l'accès extérieur. Donc on peut évidemment cultiver son petit bout de jardin, on peut profiter d'un espace détente extérieur et qui est disponible un petit peu pour tout le monde, pour évidemment les adultes, pour des enfants, qui est très très bien pour son développement personnel et aussi pour le travail. Aujourd'hui, quand on est en déplacement régulier, quand on travaille 6 mois, je sais pas, à la montagne, 6 mois à la mer, je parle surtout pour les travailleurs saisonniers. Pour les travailleurs du monde agricole, j'ai énormément de demandes de personnes qui font de la permaculture, de l'agriculture, et des gens qui ont besoin d'être au plus proche de leur exploitation, des gens qui font de l'élevage également, hein. J'ai beaucoup de demandes sur des personnes qui font de l'élevage et qui vont se retrouver dans un endroit qui n'est pas constructible, mais où ils ont leur exploitation agricole, leurs animaux, des gens qui font du télétravail, qui ont besoin d'être en pleine nature, parce que tout simplement ils se retrouvent beaucoup plus facilement dans cet environnement. Et donc on a adapté ce mode d'habitat en y apportant l'autonomie. Alors l'autonomie énergétique avec le photovoltaïque, évidemment, hein, l'électricité solaire. On a également des réserves d'eau qui sont fixes ou mobiles, qui permettent de la récupération des eaux de pluie, la filtration et le recyclage de l'eau qui permet de réutiliser cette eau pour l'arrosage des plantations, etc. Donc on a vraiment séparé les eaux noires des eaux grises qui sont... donc on sépare les toilettes de l'utilisation de l'eau normale. Les toilettes sont devenues bien souvent des toilettes sèches dont on fait un compost, et ça permet de l'utiliser pour la culture des végétaux en extérieur. Donc alors, l'économie de l'eau, l'économie de l'électricité, le recyclage, évidemment. Toutes nos constructions sont faites en bois. Alors, pour notre entreprise, ben, c'est du bois de la région Occitanie, de forêt gérée durablement. Donc, ça permet de s'inscrire dans la protection de l'environnement. Tous nos matériaux sont en priorité écolabellisés. Pour tout ce qui est de nos fournisseurs, on utilise des produits qui sont écolabellisés, qui sont propres pour le plus possible. Notre isolation est faite avec de la laine de bois, etc. Donc on a vraiment toujours la protection de l'environnement en tête, la qualité de vie, la mobilité. Donc ça répond à un tas de critères qui plaisent à nos demandeurs, à nos clients. Et en plus, il y a quand même un paramètre qui est très très important, c'est l'aspect économique. Le budget, aujourd'hui, une tiny house, évidemment, c'est 4, 5 fois, 6 fois, 10 fois moins cher qu'un habitat traditionnel. Et ça permet à une catégorie de la population d'avoir accès à la propriété qu'ils n'auraient pas pu envisager sur un habitat conventionnel.
Alors évidemment, l'habitat conventionnel répond au plus grand nombre, mais cet habitat alternatif, aujourd'hui peu coûteux, amène une solution quand même à une certaine partie de la population qui n'aurait pas pu avoir accès à cette possibilité d'accession à la propriété. Une solution hors des grandes villes, bien sûr, mais est-ce que vous avez des projets d'intégration de cette solution-là au sein des villes? Tout à fait. Alors bon, je dirais dans la première couronne d'une grande ville, bon là on parle d'une métropole comme Montpellier, où je porte un projet pour la construction et la création d'un écoquartier dans la première couronne de la ville, où on pourrait y faire un écoquartier avec une dizaine ou une quinzaine de tiny house qui amènerait, je dirais, la possibilité d'être à proximité de cette grande agglomération, tout en étant dans un endroit de nature où on pourra avoir une qualité de vie qui serait quand même importante. Alors que ça soit en télétravail, que ça soit pour y faire de l'agriculture, pour y faire, même pour certains, ça va être tout simplement de vivre au quotidien à proximité d'une grande ville, tout en étant avoir la possibilité de vivre normalement. Et j'ai une catégorie quand même de demandes. Là, ça me fait penser à ça. C'est les retraités, les jeunes retraités qui veulent être à côté d'une grande ville. Ils n'ont pas forcément les moyens de vivre intramuros dans cette grande ville. Donc, ils vont être à côté de tous les services, à côté peut-être de leurs enfants et petits-enfants qui vivent dans cette grande ville. Et ils vont avoir accès à cette propriété tout en ayant un cadre de vie sympathique. Alors là, Elodie Nouriga, on n'utilise pas les toitures des immeubles, mais bon, c'est un autre projet tout aussi intéressant. On voit bien que ça phosphore pour pouvoir loger différemment les Français, les habitants. Non, tout à fait. Je trouve ce dispositif tout à fait passionnant et ça me permet de rebondir aussi sur la question qu'il y avait préalablement sur les appartements sont de plus en plus petits. Oui, absolument. Et on voit bien en fait que, en tous les cas, tout dépend comment on le considère. La question n'est pas une question de surface d'appartement, mais d'habitabilité. Puisque là, on est vraiment sur des surfaces extrêmement réduites, qui correspondraient peut-être à des studios dans le marché classique, mais les gens sont satisfaits de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une habitabilité de l'extérieur. C'est-à-dire que votre intimité est réduite au strict minimum, mais vous pouvez bénéficier d'un extérieur. Et je crois que c'est cette notion, si on doit commencer à réfléchir différemment, au lieu de penser mètre carré, penser habitabilité, qu'est-ce qu'on offre comme service. Et ce que réinterroge ce dispositif, qui est, et en tous les cas je pense que pourrait y répondre dessus, c'est la question du sol, de la propriété du sol. Et aujourd'hui, un droit français est complètement différent d'un droit anglais, où en fait on est, ou d'un droit, j'allais dire, on parlait de Singapour. Singapour, la totalité du sol appartient à l'État. Et on est sur des systèmes de bail amphithéotique pour le sol. Les appartements, par exemple, vous ne les achetez que pour 99 ans. Vous ne les achetez pas à vie, vous ne le transmettez pas à vos enfants, etc. Donc il y a tout un dispositif global aussi à repenser pour arriver à trouver de la souplesse. En fait, ce dispositif est extrêmement intéressant. Alors, bien sûr, correspond à une certaine catégorie, une volonté, mais je trouve que l'avantage, c'est que ça réinterroge tout ça. Ça réinterroge ce rapport, effectivement, et on le voit que même sur des dispositifs, je crois que c'est à Nantes, qui font l'expérience, notamment sur les logements sociaux, parce que le foncier pèse très, très lourd dans le poids, j'allais dire, financier d'un appartement, où en fait, ils partent justement sur des bails amphithéotiques du sol qui permet d'alléger la charge à l'achat, à la location. Voilà, je crois qu'en fait, il faut inventer aussi, sortir des grands classiques, mais il faut prendre en compte tout un système.
On ne peut pas uniquement additionner des solutions, mais là c'est des grandes révolutions et je crois que cette question de la propriété du sol, parce qu'effectivement ces roulottes, il faut bien les poser quelque part, et à qui appartient le sol où on les pose. Jean-Roch Mirabel peut-être, et puis Jean-Pierre Deligny. Oui, effectivement, tu anticipes sur la remarque, effectivement la question des usages, je pose la question de la propriété. Les solutions aujourd'hui en termes d'usage, on les a, mais forcément on vient à choper sur d'autres problématiques qui sont des questions de propriété, de valeur immobilière. Ouais. Donc voilà, il faut se reposer aussi ces questions de la valeur. La question de création de valeur a été évoquée, je l'évoquais tout à l'heure, et la valeur des biens immobiliers aussi derrière. On est dans une notion économique, là encore, d'investissement, et donc là aussi, ça réinterroge forcément sur le sujet. Juste un mot sur ce qu'a dit monsieur, auquel je suis sensible, c'est la notion de filière également. Il met en avant aussi une notion de filière de construction. Donc ça, c'est des choix pour moi que les institutions publiques doivent valider ou pas, parce que là, on est à d'autres échelles et les impacts sont économiques là aussi, en termes de fabrication économique de bois ou d'autres biais de construction éco-sourcés. Et puis la question du rêve, je suis assez sensible évidemment, et ça met en balance évidemment la technologie d'un côté, la question des usages et la question du rêve. Et les architectes aussi sont sensibles à cette notion de rêve. Il faut arriver aussi dans ces questions d'usage à préserver cette notion d'envie, de rêve, de plaisir, parce que voilà, ça reste quand même le cœur, je pense, de notre travail à tous, quoi. Élodie ? Oui, et dans cette même dimension, il y a d'autres expérimentations qui se font sur l'habitat flottant, par exemple, sûr, oui. Et où aussi on revient là on est sur un droit maritime, en fait. Et je crois que tout ça, il faut arriver à le poser en tous les cas, s'enlever des interdits pour pouvoir effectivement penser différemment les choses. Pardon, je complète sur ces questions, parce que les expérimentations, on les a portées déjà dans le passé. La société GGL, évidemment, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle a expérimenté dans le passé différentes choses. Et dernièrement, on a eu l'occasion d'expérimenter des panneaux photovoltaïques dans un espace urbain, pas sur du bâti. Et on s'est heurté, y compris à cette problématique de foncier, de domanialité publique, privée, de gains de rentabilité, d'implantation. Donc c'est vrai qu'on achoppe aujourd'hui sur des choses de cette nature. Mais bon, malgré tout, on y arrive quand on est dans une démarche expérimentale, comme ça a été évoqué, avec un objectif commun, on arrive à trouver des solutions. Donc après, c'est la question de la transposition à une autre échelle qui va se poser. Et voilà, il faut partir des choses qui fonctionnent et puis regarder tout ça de près. Jean-Pierre Deligny, peut-être une réaction, et puis Anne-Sophie Caz, peut-être sur ce projet qui est conduit. Jean-Pierre Deligny. Oui, tout à fait, merci. Alors, pour ce qui est de la propriété du sol, puisqu'on est vraiment chez nous, la problématique principale, c'est justement cette propriété et l'occupation du sol. Alors aujourd'hui, le sol appartient soit à des acteurs privés, soit à des acteurs locaux. Et je dirais, la loi Allure 2014 nous permet aux acteurs locaux aujourd'hui de distribuer sur certaines parcelles, sur certains quartiers, des pastilles qui font que certains endroits peuvent être destinés à l'occupation d'habitations qui sont un petit peu, particulières, ce qui est la catégorie des roulottes et des tiny house. Donc on est vraiment sur un petit micro-habitat qui va évidemment pas être à grande échelle, mais qui peut amener une solution sociale qui va permettre à une certaine catégorie de la population d'être intégrée à un ensemble d'habitats et trouver justement ce lien social qui va réconcilier les uns et les autres et pouvoir faire vivre tout le monde ensemble en parfaite harmonie. Voilà. Donc c'est important, je dirais, le concours des acteurs locaux de ne pas, je dirais, stigmatiser toutes les catégories de population et de donner la possibilité, quand cela est envisageable, de donner la possibilité à certaines personnes d'occuper des endroits qui ne sont pas forcément constructibles à grande échelle, d'avoir des
des petites enclaves comme ça où il serait possible de développer ce type d'habitat. Anne-Sophie Casse, peut-être votre regard, alors vous portez ce projet HUT sur le projet qui est porté par Jean-Pierre Deligny. Alors moi je trouve ce que je retiendrai de ce projet, ce qui m'intéresse, c'est la notion de mobilité, c'est-à-dire que finalement le logement il accompagne l'usager et l'occupant quel que soit son choix, son mode de vie, etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant puisque j'ai commencé par dire que le logement, il n'était pas déconnecté finalement de l'usager, il était un véritable coach. Et là, on a la démonstration en fait que le logement peut suivre l'occupant, peut suivre l'usager finalement dans son parcours de vie, dans les choix qu'il va faire, etc. Si c'est soit de se rapprocher de ses petits-enfants ou pas. Donc cette notion d'unité qui est aussi une notion importante, hein, on en a peut-être pas trop parlé sur la ville de demain, parce que là, c'est aussi la question de comment on se déplace, on associe finalement le logement à la mobilité et à une mobilité durable ou une mobilité douce. Ici, on a la démonstration en fait, d'un projet qui associe et qui constitue finalement une mobilité, mais du logement, pas de l'occupant. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on inverse un petit peu le rapport qu'on a l'habitude de voir, où c'est finalement le logement est fixe et c'est l'occupant qui sort de son logement, qui rentre dans son logement. Aujourd'hui, on est dans une situation avec la pandémie où le logement est central, puisque finalement, l'occupant est à l'intérieur de son logement et sort très peu. Donc, on est sur des cas d'usage en fait très différents ici, et je pense qu'effectivement, la question de la mobilité, qu'elle soit associée au logement ou pas, est une question qui est centrale aussi pour le futur, ne serait-ce que effectivement pour les préoccupations environnementales, mais aussi pour voir comment en fait se gèrent les flux. Tout à l'heure on parlait des flux en tout début, je crois, sur effectivement la densité de population, c'est aussi une question de mobilité derrière. Donc voilà, je trouve que ce rapport à la mobilité est très intéressant sur ce projet. Élodie Nouriga et Jean-Roch Mirabel, finalement, depuis une heure, on est en train d'expliquer qu'il y a une vraie révolution sociétale quand même, qui est en train de s'installer. Enfin, ce n'est pas simplement de l'aménagement, du foncier, ici 3 bâtiments, ici un jardin. Une vraie révolution culturelle française qu'on va devoir mettre en place. Est-ce qu'on y est prêt? Parce qu'on voit bien, on dit, est-ce que vraiment les Français sont prêts à cette révolution, à y participer, à être dans cette dynamique? Oui, moi je pense que à la fois les citoyens, à la fois les acteurs locaux, qu'ils soient aménageurs, architectes, entreprises, parce que c'est aussi avec les entreprises, on parlait des filières. C'est un point essentiel, mais pour construire une filière, il nous faut des acteurs économiques, mais il nous faut aussi des collectivités, il nous faut des acteurs de formation. Et c'est en ce sens-là qu'il faut vraiment travailler tous ensemble, parce qu'on ne monte pas une filière à partir de rien. Pour la filière biosourcée, aujourd'hui, il faut s'engager dans la formation aussi. Des gens qui pourront, à travers, à la fois au niveau du lycée, des universités, au niveau de tout type de formation, de filières. En fait, c'est vraiment les filières bâtiments aussi qu'il faut interroger. Les filières, on parlait des droits au sol, des notaires, il faut travailler avec eux. C'est eux qui ont aussi ces clés-là. Et je crois que oui, tout le monde est prêt. Il y a 3 000, 10 000, 100 000 questions à se poser, et je trouve que peut-être le point positif, parce qu'on va essayer d'en trouver un à cet effet Covid, c'est que justement on est arrivé à un bout peut-être de système qui a fait prendre conscience aux gens qu'il fallait peut-être qu'on commence à réfléchir autrement. Jean-Roch Mirabel. Oui, pour rebondir sur ce qui est évoqué, effectivement, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, je pense qu'il faut raisonner chacun à sa propre échelle. On voit que les solutions, elles sont diverses. Et il faut laisser la parole justement à toutes ces différentes composantes. Aujourd'hui, à ce qui nous concerne en tant qu'aménageurs, cette démarche, ça consiste avant tout à faire face à un enjeu de transition, mais aussi de besoin. Un besoin de logement, un besoin de vivre mieux. Et derrière, en ce qui nous concerne, les élus nous disent souvent c'est aussi une façon de réhabiliter l'acte de bâtir. Hein, il ne faut pas aujourd'hui se cacher aussi la difficulté, voilà, la pression foncière, les enjeux du logement, le logement social en particulier, mais pas que. La gestion des espaces publics, on voit aussi, hein, c'est devenu un sujet. Avant, l'argent n'était pas un sujet. Aujourd'hui, la question de la gestion et des modes de gestion se pose. Et donc, ces aspects-là, voilà, la réhabilitation, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et chacun doit se l'appliquer, je pense, à son niveau. En ce qui nous concerne, voilà, on a initié à travers notre
notre travail qui se fait localement, en accompagnement des collectivités avec les acteurs locaux, différentes démarches dans le passé, alors des exemples concrets sur des chauffages voilà, bio collectifs, des chaudières, on a parlé, des panneaux photovoltaïques, des jardins, des partenariats. Aujourd'hui, voilà, en ce qui nous concerne, on s'ouvre sur des nouveaux métiers. Voilà. Et c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est que notre métier évolue et je pense que les métiers de chacun évoluent. Et le groupe, voilà, dans son développement, parce qu'on assume cette ambition de développement, on assume cet ancrage local, mais aujourd'hui, il y a une nécessité qui fait corps, voilà, d'évoluer aussi sur des points de vue différents, donc avec des accompagnements d'expertise de différents domaines. Donc je parlais voilà, de la santé, ça a été évoqué, mais aussi de l'agriculture. C'est un élément qui est un élément contextuel de notre territoire. Le réchauffement climatique nous oblige à nous interroger sur voilà, des modes de chauffage. Aujourd'hui, c'est le rafraîchissement qui est au cœur des débats, ce n'est pas le chauffage. La question des filières économiques locales, ça c'est un sujet voilà, sur lequel on souhaite aller parce que voilà, le logement, c'est vrai, peut être délocalisé, ça a été évoqué avec ce dernier exemple, mais ce nom de tiny house, voilà, c'est à une petite échelle. Les enjeux de logement, je regardais encore dans la presse les déplacements sur le littoral. Aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes à reloger, peut-être dans un futur pas si lointain que ça. Donc les besoins de logement sont déjà accrus aujourd'hui, ils ne vont faire que s'accentuer avec des sensibilités que l'on a tous, voilà, parce qu'on l'incarne, parce qu'on a des enfants. Et aujourd'hui, voilà, ça nous oblige, je pense, à nous interroger personnellement sur nos responsabilités individuelles et donc comment, dans nos métiers, voilà, on peut s'ouvrir sur d'autres sujets et changer nos façons de faire. Voilà, Élodie, Nouriga, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, je pense que ce changement radical des métiers est évident. Et en tous les cas, nous, on s'y interroge encore plus en formant les futurs architectes. En tant qu'architecte, la transdisciplinarité est un fait parce qu'on travaille, mais il faut dépasser cette transdisciplinarité pour être dans une dimension transculturelle. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, moi ce que je trouve fascinant avec le projet qui a été présenté sur les tiny houses, c'est que en fait, à chaque fois qu'on développe quelque chose de nouveau, on identifie des freins. Et l'objectif, c'est aujourd'hui, le frein, c'est la question du sol. Comment aujourd'hui on peut s'attaquer? Et même en tant qu'architecte, je crois que si on doit intervenir dans différents domaines, on n'a pas parlé, mais le réemploi des matériaux, la déconstruction est utilisée pour reconstruire. Un des freins qu'on rencontre aujourd'hui, c'est les assurances. Donc finalement, si on veut avancer là-dedans, il faut peut-être d'abord s'attaquer au dispositif des assurances avant de parler uniquement des matériaux. Et c'est en ce sens-là qu'il faut sortir de sa zone de confort, j'allais dire, et surtout aller chercher des compétences. Et je crois que ce qui est important, c'est que chacun doit aujourd'hui se situer dans son champ de compétences. Moi, en tant qu'architecte, je suis compétent en quoi? Et en quoi je dois collaborer et aller chercher des compétences extérieures. Ce travail de participation, on le voit aujourd'hui avec les usagers. Les usagers, ils ont des compétences sur les usages. Aujourd'hui, on monte des projets, je vous parlais de ce concours auquel on avait répondu, on est associé dès la phase de concours avec des associations qui vont gérer les jardins partagés, des associations qui vont faire de l'animation pour faire de l'urbanisme transitoire. Et dès cette phase de conception, on intègre cette multitude, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin uniquement d'un ingénieur thermique pour faire et répondre à des normes, on a besoin aussi du tissu associatif local pour que le projet soit justement dans cette dimension locale ancrée et qu'il puisse être partagé par tous. Et je crois que c'est cette dimension du partage et de l'acceptabilité, parce que dès le départ, on est impliqué dans une dynamique commune. C'est ça qui est, à mon sens, important. Anne-Sophie Cazes, vous l'évoquiez, l'aspect collectif, partage, et on a besoin de l'avis de chacun, et notamment des étudiants, qui ont un rapport au logement, probablement à l'habitation, qui est extrêmement différent des générations précédentes. Oui, et d'un autre côté, c'est la génération future. Donc, si on se projette sur la ville de demain, il nous semblait pertinent de travailler sur cette tranche de population. Après, je suis d'accord sur le fait que l'usager ne doit pas être passif, il doit être actif. On parle d'empowerment. L'empowerment, c'est à la fois la possibilité d'avoir cette source d'information dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir agir, pour pouvoir décider et engager le citoyen dans la ville de demain. C'est aussi lui donner la possibilité de participer activement à la fois à la conception finalement
du bâtiment, à la conception, etc. Pour l'instant, on le réfléchit finalement une fois que le produit est fini. Et donc, et finalement, peut-être tout l'enjeu pour finalement engager les populations futures dans cette dynamique-là, c'est de les intégrer en amont. Donc voilà, effectivement, on a ces éléments et je pense que la métropole de Montpellier avec le département Smart City a réfléchi depuis pas mal de temps sur effectivement sur ça, sur sa nouvelle feuille de route. Hein. Il y a effectivement aujourd'hui les problématiques sur les zéro déchets, les problématiques sur la mobilité. Tout ça doit se faire effectivement avec les acteurs du territoire, avec finalement les chercheurs, mais aussi les citoyens, les usagers. Ça peut pas se faire finalement sans la contribution de l'usager lui-même qui devient finalement un vrai acteur dans cette démarche-là et cette dynamique-là. Jean-Pierre Deligny, pour terminer peut-être, sur une réaction, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Oui, tout à fait. Alors bon, je pourrais dire que finalement ce nouveau type de logement et le logement en règle générale, les tiny houses vont répondre à moult générations, c'est-à-dire que on va être interrogé des étudiants, donc ça pourrait permettre d'offrir des possibilités de logement étudiant dans des conditions très très sympathiques, très proches de la nature. Ça pourrait être aussi bon pour les travailleurs, pour les retraités, mais c'est surtout, je dirais, de la responsabilité des acteurs locaux, des municipalités, des agglomérations, de prendre en compte ce type d'habitat et de donner la possibilité à une petite partie de la population d'avoir accès à certaines zones où il n'est pas possible de s'installer aujourd'hui économiquement. Voilà. Merci Jean-Pierre Deligny, merci Anne-Sophie K. Je voudrais remercier également Louis Nouriga et Jean-Roch Mirabel puisque c'est la fin de cette première table ronde de cette première journée initiative verte organisée par Midi Libre et le groupe des Pêches du Midi dans le cadre de son programme Le Monde Nouveau. Restez avec nous puisque nous sommes en direct sur midilibre.fr. Nous allons maintenant témoigner ou faire témoigner plus précisément 4 acteurs, 4 citoyens engagés sur le territoire. Ils vont nous parler de la ville de demain, de leurs initiatives sur le terrain. Anthony Gontier, Jean Vernette, Sandrine Bouglione et Anne-Sophie Lunel sont face caméra et ils répondent à notre journaliste Vincent Pereira. Et vous le verrez, ce sont des projets tout aussi intéressants. À tout à l'heure. C'est une démarche environnementale que nous avons eue grâce, je dirais, à mes enfants, qui sont peut-être plus sensibles que nous aux problèmes environnementaux. Donc moi je suis à la base un architecte, donc effectivement je souhaite réaliser des programmes qui plaisent avant tout à leurs résidents. Et en 2012, avant la COP 21, 3 ans avant, lors d'échanges avec l'un de mes enfants, nous avons envisagé de réaliser cette résidence avec des jardins potagers partagés pour d'une part permettre aux habitants de manger sainement, face à une alimentation aujourd'hui de plus en plus mauvaise et néfaste à la santé, et d'autre part créer du lien social au niveau des résidences. Voilà, puisque dans le collectif aujourd'hui, il y a un individualisme fort et souvent on ne connaît même pas son voisin de palier. Sur la résidence, ici, il y a 66 logements et il y a une quinzaine de personnes qui travaillent le potager. Nous créons une association lorsque nous livrons la résidence, loi 1901, et les gens qui souhaitent travailler dans le jardin adhèrent à cette association avec une petite cotisation symbolique de manière à les motiver. Alors évidemment, il y a des gens qui tournent, qui partent, il y a des locataires qui restent 1 an, 2 ans, et donc d'autres arrivent. Alors en général, ce qui se passe, c'est qu'au début, il n'y a pas beaucoup de monde, mais lors du premier été, quand les gens voient monter les plants de tomates, je pense que ça attire des vocations et il y a beaucoup plus de personnes par la suite qui viennent travailler le potager. On travaille ensemble. On se dit par exemple le samedi matin, allez hop, on va planter. Le dimanche après-midi, allez hop, on va faire autre chose. Quand c'est la période de planter, au mois de mars, on fait une réunion et puis chacun voit avec qui il veut travailler. Et puis après, on commence à planter, on fait des semis et on fait tout ce qui est dans le jardin.
Quand on se retrouve un peu seul, et bien c'est là où on voit qu'on n'est pas seul et qu'on peut partager beaucoup de choses. Le jardin, les grillades, les petits apéritifs, manger les légumes du jardin, savoir cuisiner ensemble. Pour nous, c'est une satisfaction d'abord parce que les gens sont contents. Ce lien social qui est créé est très important aussi. Et puis, ça permet d'accéder à une nourriture saine pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller acheter du bio dans les magasins bio. Aujourd'hui, manger sainement a un coût qui n'est pas à la portée de tous, et les gens qui vivent en résidence en collectif n'ont absolument pas la possibilité d'acquérir cette nourriture saine. Je plains les personnes qui sont en appartement et qui n'ont pas de jardin, parce que moi je passe 3-4 heures l'après-midi à bêcher, à m'occuper du jardin, et rien de tel, puis de voir le résultat, quoi. On a eu la chance d'avoir un programme mitoyen à celui-ci. Il y a une synergie entre les deux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que plus il y a de gens qui travaillent le jardin, plus on a de chances de pérenniser dans l'avenir, puisqu'il y a quand même des rotations, donc ça pérennise la population qui cultive les jardins, d'une part. Et d'autre part, ça crée un écosystème plus vaste, puisque donc tout ce qui est planté sur nos résidences est comestible. On ne met pas de plantes ornementales inutiles. Si ce n'est pas comestible, ben, ça sert à faire fuir les insectes néfastes. Et donc on crée un écosystème avec des vergers, des mares, etc., qui, plus il est important, plus va attirer les animaux et la faune qui permet d'aider à la pollinisation, par exemple. Tous les programmes que nous avons réalisés dans ce type de foncier, on va dire, sont aujourd'hui équipés de jardins potagers partagés. Nous allons même au-delà de simplement fournir des potagers, puisque outre tous les équipements utiles à l'exploitation de ces potagers, à savoir les bacs à compost, les bacs à semis, tout est réalisé, les abris de jardin, etc., tout est réalisé dans le cadre du programme. Nous fournissons les semences paysannes aux résidents qui souhaitent donc exploiter le jardin, et également nous accompagnons les 2 premières années en formation aux résidents de manière à ce qu'ils sachent cultiver leur jardin. Il y a une remorque derrière nous, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est la première station de lavage mobile pour les métiers du bâtiment qui permet, ce modèle-ci qui est le plus grand, qui est en offre de lancement actuellement, de nettoyer les godets de camions toupies et les bennes à béton sur chantier. Ce produit effectivement sert à éviter la pollution au sol et d'infiltrer dans les nappes phréatiques, ce qui engendre énormément de pollution pour les végétaux, la faune et la flore également. On a un dégrillage qui va récupérer la majeure partie des grosses matières, et en dessous nous avons un filtre qui lui va récupérer toutes les plus petites matières pour permettre à la pompe une fois filtrée, de relivrer sur l'aire de lavage l'eau à 15 bars de pression. Donc finalement, on peut faire tout un chantier justement juste avec 600 litres d'eau. Tout à fait, on fait tout un chantier avec 600 litres d'eau. On la recycle en fin de parcours. On va traiter le pH puisqu'il y a une norme qui est entre 7 et 9. Donc ils vont traiter l'eau et pouvoir la rejeter. C'est le filtre qui est à changer au bout de 7 nettoyages de camions toupies. Ça vous est venu comment cette idée? En fait, l'idée, c'était sur un de mes chantiers, puisque j'avais une entreprise de construction en bâtiment. Et j'ai fait un constat sur mes chantiers où on était très embêtés, puisqu'on est obligé de nettoyer nos outils, mais on n'avait pas la possibilité chez les clients, puisque les clients ne voulaient plus qu'on salisse leur sol. Dans la rue, c'est interdit aussi. Et on ne peut pas repartir avec le matériel chez nous, sinon on le jette. Donc l'idée m'est venue. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Donc je suis partie dans cette aventure pour créer ce produit. J'ai cherché des partenaires, notamment industriels. J'ai rencontré donc Thalys Industrie qui est à Bessan. C'est eux qui font la majorité de la fabrication d'une écobac en aluminium. Donc ils ont tout le matériel pour plier, pour découper, pour souder et assembler dans leurs locaux. Vous avez ce gros modèle, mais vous en avez aussi les plus petits? Oui, tout à fait. Il existe un plus petit modèle, le Necobac M, qui lui est dédié au nettoyage des bétonnières et tout le reste du petit outillage du maçon. On a la demande de nos clients pour avoir un modèle qui puisse monter dans les étages quand ils n'ont pas de bétonnière ou de gros matériel à nettoyer, mais qu'il faut quand même nettoyer ces outils sur place pour éviter justement de boucher les évacuations d'eau, surtout dans du neuf. Cet outil, il s'adresse essentiellement à des personnes qui manient le béton?
Alors ça, c'est la première étape effectivement de la société, puisque je viens du bâtiment, où je me préoccupe d'abord de mes confrères, mais maintenant j'ai des appels vers d'autres corps de métier, tels que l'agriculture, la conchyliculture, le transport. Mais d'abord je finis le domaine du bâtiment qui est assez vaste, puisqu'on a les façadiers qui nous demandent aussi de faire un outil pour eux. C'est un cirque sans animaux et écologique. On a essayé vraiment de tout revoir sur la feuille de route d'un cirque normal et de le projeter vers l'avenir. Déjà, on n'a pas de camions, on travaille avec des containers maritimes qui servent au transport du matériel et qui ont un double usage car ils servent à recevoir également des commerçants qui font vivre donc le village de l'éco-cirque. Normalement, avec une installation comme celle de l'éco-cirque André-Joseph Bouglione, nous devrions avoir une 50aine de camions sur la route. Et grâce à la solution qu'on a trouvée avec les containers, on n'a pas du tout de camions, mais on va travailler avec des partenaires, donc avec des transporteurs dans un premier temps. Le but étant finalement, puisqu'on est équipé pour, de voyager entièrement par train ou par péniche et d'avoir seulement la politique du dernier ou du premier kilomètre pour aller jusqu'au lieu de chargement. Ça fait faire des économies au niveau de l'empreinte carbone et également au niveau financier parce que les 50 camions en question, si on avait dû les acheter, déjà il y a un investissement. Ensuite, il faut les entretenir, il faut les mettre en règle avec un passage aux mines une fois par an. Et aussi, ensuite, il faut les conduire. Et ça veut dire 50 camions, ça veut dire 50 chauffeurs. 50 personnes qu'il faut nourrir et loger en plus du travail. C'est finalement financièrement beaucoup plus rentable de ne pas avoir de camions et de voyager de façon écologique, financièrement et aussi au niveau de l'empreinte carbone. Il y a également un partenariat avec Enercop qui nous fournit de l'électricité entièrement verte. C'est une énergie qui vient d'un boîtier électrique normal EDF, sauf que Energicop envoie dans les lignes de l'énergie qui est garantie verte, c'est-à-dire qu'elle ne vient uniquement que de la production électrique éolienne, hydraulique ou solaire. L'engagement de base est par rapport à la captivité animale. C'est là-dessus qu'au départ nous avons créé l'éco-cirque pour montrer qu'on pouvait faire du grand cirque traditionnel sans animaux. Qu'est-ce qui a fait le déclic finalement pour que vous fassiez cette démarche-là ? Eh bien, le fait de côtoyer des animaux, Sandrine et moi, mon épouse, nous étions dompteurs, tous les deux, d'animaux sauvages, de tigres, de lions, des éléphants également. Et à force de côtoyer ces animaux, on s'est dit que notre place n'était pas vraiment là. C'était fini pour nous d'exploiter ces animaux en captivité alors qu'ils étaient à l'état sauvage, en voie d'extinction. Voilà. Et puis les voir tous les jours en cage, on s'est dit à un moment donné que quelle que soit la qualité des soins que nous leur procurions, ils restaient en cage. Et ça, c'était plus supportable. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans vos spectacles ? Eh bien, tout ce qui fait un vrai grand cirque traditionnel. Et les animaux sont non pas remplacés, mais ils ne sont pas là du tout. Par contre, on a des hologrammes qui sont pour moi une nouvelle discipline du cirque, qui vont être développés pour la première fois en France dans une configuration vraiment très ambitieuse. Et le public pourra voir presque un mini-spectacle en relief d'hologramme. Mais c'est juste une discipline parmi les autres disciplines du cirque pour nous. L'objectif vraiment, c'est d'amener un métier qui est polluant finalement à devenir de moins en moins polluant, dans l'idéal qu'il ne le soit plus du tout. Mais est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est au moins l'objectif. L'idée, c'était de créer un mobilier urbain qui soit utile aux deux espèces, donc que ce soit les oiseaux, mais aussi les humains. C'est l'intérêt de la multifonctionnalité. D'abord, permettre aux oiseaux de venir nicher en ville sur des parties qui sont normalement, on va dire, inaccessibles ou inutilisées. Et dans le même temps, rendre un service aux citadins, aux citoyens qui vivent à côté. L'idée, c'est qu'il y ait une interaction entre ces différentes espèces, notamment la sensibilisation des citadins à la présence d'oiseaux en ville. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas les voir sous leur toiture, ou
ou sous leurs fenêtres. Donc l'idée, c'est de délocaliser un peu le problème et de l'installer sur l'espace public. On a conçu au sein de la Jeune Chambre, avec les différents membres qui sont au sein de la Jeune Chambre, un mobilier urbain qui permet cette interaction. Donc il s'agit d'un composteur tout d'abord, comme je vous ai dit, utile aux humains, et d'une tour à oiseaux. Cette tour à oiseaux fait 4,50 m de haut et sera installée normalement dans un parc urbain à Montpellier. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est le square Jean Monnet qui est à la Révoltaire dans le centre. Nous sommes en discussion avec la mairie pour le faire, pour continuer à le faire, donc c'est en cours d'établissement. L'idée de cet objet-là, qui est assez imposant, comme je vous ai dit, 4,50 m de haut et avec 2,50 m par 2 d'encombrement, c'est d'avoir un objet qui soit à la fois visible et utile dans sa fonctionnalité. C'est-à-dire que les oiseaux sont assez en hauteur pour ne pas être gênés par la présence humaine et les personnes peuvent utiliser le composteur de manière efficace tout au long de la journée sans gêner les oiseaux non plus. Donc c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. L'autre point qui nous semblait extrêmement intéressant, c'était par l'emplacement dans un parc, c'était l'attrait des enfants. Le fait d'avoir un parc à jeux à côté permet de lancer une sensibilisation particulière sur la présence des oiseaux en ville et par l'intermédiaire du compostage urbain en général. Il y a de fortes chances qu'ils soient installés cet hiver si tout va bien, si on n'a pas de problème liés au Covid, aux intempéries et tout ce qui peut s'attacher à ce genre de problème. L'idée pour nous, c'est de l'installer avant fin janvier de façon à ce que les premières espèces puissent voir l'objet, se l'approprier, parce que certaines espèces cherchent très rapidement leur site de nidification avant le printemps. Et ça commence généralement fin de l'hiver, donc janvier, février. C'est finalement un projet pilote. La mairie s'est montrée intéressée pour le déployer de manière plus large dans le cas où ça fonctionnerait. Donc ce serait intéressant pour nous de suivre aussi ce déploiement, mais l'idée aussi, c'est pour nous, au sein de la Jeune Chambre, c'est de transmettre ce projet, de le donner à la mairie qui pourrait se l'approprier et le déployer de manière beaucoup plus large au sein de la métropole. Alors vous l'avez remarqué, des témoignages très concrets sur notre territoire, des initiatives à l'occasion de cette première journée des initiatives vertes portées par Midi Libre et le groupe Dépêche du Midi dans le cadre de son grand projet Le Monde Nouveau. Alors le Monde Nouveau, c'est l'occasion évidemment de réfléchir à notre environnement, à notre société et surtout l'occasion de favoriser l'ensemble des initiatives sur le territoire et elles sont très nombreuses, vous l'avez remarqué à l'occasion de cette première table ronde sur la ville de demain. Quelques informations pour vous dire que la journée n'est pas terminée, restez connectés, revenez nous retrouver à 10h30, nous parlerons recyclage des déchets, là encore avec des exemples concrets sur notre territoire, des initiatives, des projets et des engagements de citoyens très nombreux autour de cette question. Nous sommes en direct sur midilibre.fr, à la fois aujourd'hui, mardi 8 décembre, et puis demain, mercredi 9 décembre, 4 tables rondes. Vous le verrez, nous évoquerons l'habitat connecté, l'alimentation, les territoires dans leur diversité. Vous pouvez réagir sur nos supports numériques, poser des questions. Évidemment, nous les poserons à nos intervenants. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première table ronde. Je vous propose de nous retrouver à 10h30 pour parler recyclage des déchets sur midilibre.fr dans le cadre de ces initiatives vertes. Merci et à tout à l'heure.